Défoncez la porte, c'est l'appartement de notre fille. Ma mère débarque à l'aube avec papa et ma sœur pour forcer l'entrée de chez moi, là où je les ai mis dehors hier après leur humiliation publique lors d'un baptême. Quand ils ont sorti le pied de biche, j'ai ouvert la porte d'un coup. Ce qu'ils ont vu dans mes mains les a fait hurler de terreur. J'ai entendu le hurlement de ma mère à travers le bois de la porte. Sa voix, habituellement mielleuse et contrôlée, était déformée par une fureur que je ne lui connaissais pas. Il était 6h15 du matin. Un mardi. Le soleil ne s'était même pas encore levé sur les toits de la Croix-Rousse, à Lyon. Mon corps s'est figé. J'étais debout dans mon petit couloir, le sol en parquet ancien froid sous mes pieds nus. Le silence de la nuit venait d'être pulvérisé. Ma première pensée absurde fut « le feu ?» Mais non. Ce n'était pas une alarme. C'était eux. Ma mère, Armelle, débarquait à l'aube, accompagnée de mon père, Léonce, et de ma sœur aînée, Adélaïde. Ils étaient venus pour forcer l'entrée de chez moi. Mon appartement. Mon sanctuaire. Le seul endroit sur terre où j'avais commencé à respirer. J'ai collé mon œil au Judas. Ils étaient là, illuminés par la lumière blafarde du couloir. Ma mère, le visage bouffi de larmes de rage. Mon père, rouge de colère, l'air d'un PDG sur le point de licencier quelqu'un. Et Adélaïde, ma parfaite sœur aînée, qui me regardait avec un mépris glacial. Ils étaient venus pour finir ce qu'ils avaient commencé hier. L'humiliation publique lors du baptême de notre cousin. Le moment où j'avais enfin osé leur dire « non » devant toute la famille. Je tremblais encore de cette confrontation. Puis j'ai entendu la voix de mon père, calme, tranchante, et 1000 fois plus terrifiante que les cris de ma mère. « Adélaïde, a-t-il commandé, descends à la voiture. Prends le sac à outils. » On en a fini avec ces enfantillages. Le sac à outils. Mon sang s'est glacé. Ce n'était plus une visite. Ce n'était plus une dispute. C'était une invasion. Ils n'allaient pas frapper. Ils n'allaient pas supplier. Ils allaient entrer. Par la force. Alors que j'entendais les pas d'Adélaïde s'éloigner dans l'escalier, puis revenir, et que le son métallique d'un outil un pied de biche, mon esprit l'a hurlé raclait contre le bois de ma porte, j'ai soudainement ouvert. Le temps s'est suspendu. Leurs visages sont passés de la détermination la plus totale à une stupeur ahurie. Mais ce n'est que lorsqu'ils ont vu ce que je tenais dans mes mains qu'ils ont hurlé. Pas de colère. De pure terreur. Je m'appelle Faustine, j'ai 32 ans, et ceci est l'histoire de ma libération. Avant que je ne vous raconte en détail ce qui s'est passé dans ce couloir, ce qui a mené à ce moment de rupture, et ce que je tenais dans mes mains qui a tout changé, j'aimerais prendre une seconde pour me connecter avec vous. J'aimerais savoir d'où vous m'écoutez ce soir, ou ce matin. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville, quel pays, vous suivez mon histoire. Quelle heure est-il chez vous en ce moment? C'est fou de penser que nous pouvons partager nos histoires comme ça, à travers le monde. Si cette histoire commence déjà à résonner en vous, si vous avez déjà senti ce poids sur votre poitrine, cette sensation d'étouffement que seule une famille toxique peut créer, alors s'il vous plaît, appuyez sur ce bouton « J'aime » et abonnez-vous. Vous n'êtes pas seul. Pour comprendre pourquoi mon père, ma mère et ma sœur étaient prêts à commettre une effraction à 6h du matin, vous devez comprendre la prison dorée dans laquelle j'ai grandi. Vous devez comprendre ce que c'est que de vivre à Écully quand on a une âne de la Croix-Rousse. Écully, c'est la banlieue chic de Lyon. De grandes maisons d'architectes, des jardins impeccables, des voitures de luxe silencieuses. C'est là que ma famille vit. C'est là que l'image est tout. Mon père, Léonce, est un haut dirigeant dans la logistique pharmaceutique. Ma mère, Armelle, gère la maison comme une entreprise, avec une efficacité redoutable. Ma sœur, Adélaïde, est leur chef-d'œuvre, pharmacienne, mariée à un avocat, la vie parfaite. Et puis il y a moi. L'anomalie. L'archiviste. La fille qui, à 32 ans, a choisi les vieux papiers et la poussière du passé plutôt que les bilans financiers et les dîners mondains. Mon crime? J'ai déménagé. J'ai quitté la maison stérile d'Écully pour un petit, canut, un ancien appartement d'ouvrier de la soie à la Croix-Rousse. Un quartier avec une âme, une histoire, des murs qui ont vu des révoltes. Un quartier qui respire l'indépendance.
Je pensais acheter un appartement. En réalité, j'achetais ma liberté. Je ne savais pas que pour ma famille, ma liberté était considérée comme une déclaration de guerre. Ma famille ne fonctionne pas sur l'amour. Elle fonctionne sur le contrôle. C'est un système parfaitement huilé, avec des rôles que je n'ai compris que bien plus tard. Mon père, Léonce, est le PDG. Son monde est fait de chiffres, de résultats, de retours sur investissement. Il a investi dans ses filles. Des écoles privées, des cours de piano, des vêtements de marque. En retour, il attendait des dividendes, l'obéissance absolue et une image publique irréprochable. Questionner sa décision n'était pas un désaccord, c'était une trahison financière, une mauvaise performance. Ma mère, Armelle, est la directrice des ressources humaines émotionnelles. Elle est la reine de la manipulation passive-agressive. Elle n'a jamais haussé la voix de ma vie. Elle n'en a pas besoin. Ses armes sont la culpabilité et le martyre. Je dis ça pour ton bien, ma chérie. Tu ne veux quand même pas faire de la peine à ton père? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Elle pouvait vous faire sentir comme la pire personne sur Terre simplement parce que vous n'aimiez pas le plat qu'elle avait cuisiné. Et puis, il y a Adélaïde. Ma sœur aînée de 3 ans. Elle est le produit fini. La success story. Elle a tout fait correctement. Elle a été la première en tout, elle a fait les bonnes études, pharmacien, c'est respectable, le bon mariage. Elle est le miroir dans lequel mes parents admirent leur propre réussite. Mais pour qu'il y ait un produit parfait, il faut un produit défectueux. C'était mon rôle. Adélaïde n'est pas seulement ma sœur. Elle a été mon premier bourreau. Elle a appris très tôt que sa propre valeur augmentait en diminuant la mienne. Elle était la gardienne de la normalité familiale. Je me souviens d'un après-midi, j'avais 12 ans. J'avais trouvé un vieux journal intime dans le grenier de ma grand-mère, datant de la guerre. J'étais fascinée, assise sur le parquet poussiéreux, déchiffrant l'écriture fine. Adélaïde, qui en avait 15, est entrée. Elle m'a regardée avec ce dégoût qu'elle réservait à tout ce qui n'était pas neuf ou cher. « Tu fais quoi » m'a-t-elle demandé. Je lis, c'est l'histoire de l'arrière-grand-mère. Elle m'a arraché le carnet des mains. Encore tes vieilleries poussiéreuses. C'est morbide. Prends-le-moi. Non. Tu perds ton temps. Pendant ce temps, moi, j'ai eu la meilleure note en maths de toute la classe. Papa est fier de moi. Toi, tu es juste bizarre. Bizarre. Ce mot. C'est l'arme qu'elle a utilisée contre moi pendant 20 ans. J'étais bizarre parce que je préférais lire un roman plutôt que d'aller faire du shopping avec elle et maman. J'étais bizarre parce que je n'aimais pas les mêmes garçons qu'elle. Quand j'ai eu mon premier vrai petit ami, au lycée, un garçon adorable qui faisait de la musique et dont les parents étaient enseignants, le tribunal familial s'est réuni. Léonce l'a convoqué pour un entretien. Quelles sont tes perspectives d'avenir, jeune homme? Armelle soupirait, il est gentil, mais, sa famille, ils sont si simples. Tu mérites mieux, ma chérie. Adélaïde rit, sérieusement, Faustine? Un musicien fauché? C'est tellement embarrassant. Tu nous fais honte. Ils l'ont brisé. Ils m'ont tellement rempli la tête de doute, de honte, de peur, que j'ai fini par rompre. J'ai pleuré pendant des semaines. Armelle m'a caressé les cheveux en disant, c'est pour ton bien. Tu nous remercieras plus tard. J'ai donc appris à me cacher. Je lisais en secret. J'écoutais ma musique en secret. Et j'ai commencé à économiser en secret. Chaque euro que je mettais de côté sur un compte en ligne qu'il ne connaissait pas était un pas vers la sortie. Je savais que je ne pourrais jamais être moi-même à Écully. J'étais l'archiviste, et pour survivre, je devais m'archiver moi-même. Le jour où j'ai obtenu mon poste titulaire aux archives municipales de Lyon, ce fut ma première vraie victoire. Un travail stable, mon propre revenu. Léon s'était déçu, archiviste? Quel gaspillage de tes études de commerce, mais c'était un fait accompli. Il m'a fallu encore 2 ans. 2 ans d'économie, 2 ans de recherche secrète. 2 ans pour trouver le courage de poser la première brique de ma nouvelle vie. Le véritable catalyseur de mon départ n'a pas été un acte de méchanceté,
mais une simple question. J'avais commencé à voir une thérapeute. En secret, bien sûr. Je la payais en espèces, chaque semaine. C'était mon jardin secret, mon seul espace de vraie liberté. Un jour, alors que je lui racontais à quel point j'étais épuisée d'essayer de plaire à tout le monde, elle m'a arrêtée. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a demandé, « Faustine, pour qui vivez-vous » Cette question. Si simple. Si dévastatrice. J'ai ouvert la bouche pour répondre, pour moi, bien sûr, mais aucun son n'est sorti. Parce que c'était un mensonge. Je vivais pour mon père, pour ne pas le décevoir. Je vivais pour ma mère, pour ne pas la faire pleurer. Je vivais pour ma sœur, pour essayer d'atténuer son mépris. Je vivais pour une image, une façade. Je n'ai pas répondu. J'ai juste pleuré. Cette semaine-là, j'ai commencé à chercher un appartement. Activement. Je ne cherchais pas à Écully. Je ne cherchais pas dans les quartiers bourgeois qu'ils auraient pu tolérer. Mon cœur m'a attiré vers la Croix-Rousse. Le quartier des Canuts, les ouvriers de la soie. Un quartier avec une histoire de résistance, un quartier d'artistes, d'artisans, un quartier qui avait une âme. Et je l'ai trouvé. Un petit et 2 au 3e étage d'un immeuble ancien. Le parquet craquait, la peinture s'écaillait par endroits, et la cuisine était minuscule. Mais il avait des plafonds de 4 mètres de haut et d'immenses fenêtres qui inondaient la pièce de lumière. Je pouvais voir les toits de Lyon. Je me suis tenue au milieu du salon vide, et pour la première fois de ma vie, j'ai respiré. C'était ici. J'ai signé le bail le jour même. L'annoncer à ma famille a été l'un des moments les plus difficiles de ma vie. Je l'ai fait le dimanche suivant, lors de l'inévitable dîner familial. J'ai attendu le dessert. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Papa, maman, Adélaïde. J'ai quelque chose d'important à vous annoncer. Le silence s'est fait. J'ai trouvé un appartement. Je déménage le mois prochain. Léonce a posé sa fourchette, lentement. Son visage est devenu impassible. Un appartement. Et où ça? À la Croix-Rousse. Il a eu un petit rire sec. La Croix-Rousse. Bien sûr. Et tu as pensé à l'aspect financier? C'est complètement irresponsable. Le loyer par mètre carré est absurde pour ce que c'est. Armelle, comme prévu, a fondu en larmes. Mais, nous quitter? Pourquoi, ma chérie? Tu es si bien ici. On s'occupe de tout pour toi. Tu vas être toute seule. Et s'il t'arrive quelque chose? Et puis, Adélaïde. Elle a levé les yeux au ciel, exaspérée. Oh, c'est reparti. Notre petite sœur joue à l'adulte. C'est adorable. Elle m'a regardé avec ce rictus que je détestais. Un canut à la Croix-Rousse? Sérieusement? Au milieu des bobos et des artistes fauchés? Tu vas tenir 6 mois avant de revenir en pleurant. Elle s'est tournée vers ma mère. Ne t'inquiète pas, maman. On gardera sa chambre prête. Puis, elle m'a achevé, et n'appelle pas papa quand tu n'auras plus 1 euro pour payer ta mutuelle, assurance santé complémentaire. Tu veux l'indépendance? Tu vas l'avoir. J'ai senti la colère monter, froide et dure, une sensation nouvelle. C'était la voix de la thérapeute dans ma tête. Vous avez le droit de poser vos limites. Je n'aurai pas besoin de revenir, Adélaïde, ai-je dit, ma voix étonnamment stable. Et ma mutuelle est déjà payée. Par moi. Que auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous baissé les bras face à tant de mépris, face à cette coalition? Dites-le-moi dans les commentaires. Parfois, j'ai l'impression que ces mots, aussi cruels soient-ils, ont été le carburant dont j'avais besoin pour allumer le moteur. J'ai déménagé la semaine suivante. Un ami m'a aidé avec une camionnette. Mes parents ne sont pas venus. La première nuit, assis par terre au milieu des cartons, j'ai mangé un sandwich triangle et j'ai bu un verre de vin tiède dans un gobelet en plastique. Et j'ai souri. Ma lune de miel avec la liberté a duré exactement 3 jours. Le mercredi, ils ont sonné à l'interphone. Je ne savais pas encore que ma famille ne voit pas une porte fermée comme une limite. Ils la voient comme un défi à relever.
Faustine, chérie, c'est nous. On passait dans ton quartier, on t'apporte un petit quelque chose pour ta pendaison de crémaillère. La voix de ma mère à l'interphone était enjouée, comme si de rien n'était. Comme si le drame du dîner n'avait jamais eu lieu. C'est leur technique, l'amnésie sélective. J'ai appuyé sur le bouton pour ouvrir. Quelle erreur! Ils sont montés. Pas avec un bouquet de fleurs. Avec un micro-ondes haut de gamme, une machine à café à 500 € et des cartons de vaisselle de luxe. On a pensé que tu aurais besoin de vraies assiettes, a dit Armel en regardant avec dégoût mes 3 assiettes dépareillées d'Ikea. Merci, mais il ne fallait pas, ai-je bégayé. C'est normal, on t'aide à t'installer, a dit mon père. Puis il a sorti une petite clé de sa poche. Il l'a fait teinter. Ah, j'allais oublier, a-t-il dit d'un ton léger. Nous avons parlé au propriétaire. Un type très bien, d'ailleurs. Nous lui avons expliqué que tu étais notre fille et que nous voulions nous assurer que tout allait bien. Il a été très compréhensif. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce que vous avez fait, papa? Nous nous sommes portés garant pour toi, bien sûr, dit Armel en souriant, comme si elle m'offrait un cadeau. Ton salaire d'archiviste, bon, ce n'était pas suffisant pour le rassurer. Alors ton père a signé. Et en échange, le propriétaire nous a gentiment donné un double des clés. Il me l'a tendu. Non, a-t-il dit en la remettant dans sa poche. En fait, on va la garder. Juste en cas d'urgence. Tu comprends, ma chérie, si jamais tu tombais dans la douche. Une urgence. J'aurais dû savoir que leur définition d'une urgence était très, très large. Les urgences ont commencé dès la semaine suivante. Je rentrais du travail, épuisée, et je trouvais mon appartement différent. L'odeur. Ce n'était plus l'odeur de vieux bois et de mes livres. C'était l'odeur du produit à la cire que ma mère utilisait à Écully. Mes coussins que j'avais mis des semaines à choisir au marché étaient remplacés par des coussins gris, unis, plus chics. Mon frigo était plein. Plein de plats préparés par elle, sous vide, avec des post-it passifs-agressifs, pense à manger équilibré. Ne laisse pas traîner le lait. Un soir, je suis rentrée et j'ai trouvé ma penderie entièrement réorganisée. Mes vêtements pliés, à la manière d'Armel. Elle avait même jeté un de mes vieux t-shirts préférés, celui avec un petit trou, jugeant qu'il était indigne. J'ai appelé ma mère. Maman, tu es venue? Je t'ai déjà dit de ne pas. Oh, Faustine, ne commence pas. Je t'ai rendu service. C'était sale chez toi. Tu devrais me remercier. Je me tue à la tâche pour toi. Adélaïde avait aussi son propre jeu. Elle ne venait pas pour ranger. Elle venait pour juger. Elle débarquait sans prévenir, souvent le samedi matin, quand j'étais encore en pyjama, en utilisant la clé. Elle n'appelait pas. Elle ne sonnait pas. Elle entrait, tout simplement. Je passais dans le coin, disait-elle en balayant mon salon du regard, un café à emporter à la main. Mon Dieu, Faustine, ce canapé, il sent le chien mouillé. Tu l'as trouvé où? Dans la rue? C'est un canapé d'occasion, Adélaïde. Je l'aime bien. Il est affreux. C'est gênant. Si jamais j'ai des amis qui me demandent où tu vis, je ne peux pas leur dire que tu vis dans un taudis. Ce n'est pas un taudis. C'est tout comme. Tu portes notre nom, Faustine. Tu nous fais honte. Je me sentais comme une intruse dans mon propre appartement. La paranoïa s'installait. Est-ce qu'ils étaient venus aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils avaient touché? J'ai commencé à mettre des petits bouts de papier dans les portes de mes placards pour voir s'ils avaient été ouverts. J'étais en train de devenir folle. C'est là que j'ai rencontré Odette. Odette vivait dans l'appartement d'en face. Une femme de 65 ans, peut-être plus, ancienne syndicaliste, cheveux gris coupés courts et un regard qui ne ratait rien. Elle fumait des cigarettes roulées sur son palier. Je la croisais, on se disait « bonjour, bonsoir ». Un soir, j'étais sur le point de pleurer dans l'escalier, après une visite d'Adélaïde. Odette est sortie. Ça ne va pas, ma petite? J'ai haussé les épaules, trop honteuse pour parler. Elle a tiré sur sa cigarette. C'est la grande blonde?
La pharmacienne? J'ai hoché la tête, surprise. Je la vois faire, dit-elle. Elle entre ici comme dans un moulin. Votre famille, ils ont la clé, n'est-ce pas? J'ai rougi. Oui. Pour les urgences. Odette a eu un petit rire sec qui s'est terminé en quinte de tout. Ma petite. La seule urgence ici, c'est de changer cette serrure. Un chez-soi, c'est un endroit où on peut fermer la porte. Si vous ne pouvez pas fermer la porte, ce n'est pas un chez-soi. C'est une annexe. Une annexe. C'est exactement ça. J'étais l'annexe d'Écully. Ces mots ont fait écho en moi. Changer la serrure. L'idée était terrifiante. C'était une déclaration de guerre. Mais avant que j'aie pu trouver le courage de passer cet appel, ils ont commis l'irréparable. Ils ne se sont plus contentés d'attaquer mes meubles ou ma nourriture. Ils ont attaqué mon travail. Mon travail aux archives était mon sanctuaire. Plus qu'un simple emploi, c'était ma passion. Mes collègues étaient calmes, respectueux. Mon bureau était mon territoire. Et ma supérieure, Madame Mercier, était une femme d'une grande intégrité, une historienne respectée. Elle avait reconnu mon sérieux et m'avait prise sous son aile. Elle m'avait confié un projet incroyable, la restauration et la numérisation d'une collection de lettres et de registres d'un soyeux lyonnais du XIXe siècle. Un de ces canuts, justement. C'était un travail méticuleux, qui demandait une patience infinie. J'adorais ça. Nous avions une échéance serrée pour une exposition. Un vendredi après-midi, Madame Mercier m'a appelé dans son bureau. Faustine, m'a-t-elle dit, nous sommes en retard sur la transcription. Je sais que c'est inhabituel, mais j'ai une autorisation exceptionnelle pour vous. Pourriez-vous emporter le registre des comptes de 1834 chez vous ce week-end pour avancer? C'est le moins fragile, mais... Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Traitez-le comme s'il était en sucre. Pas de liquide à proximité, pas de soleil direct. Absolument, Madame Mercier. Je le garderai en sécurité. Merci de votre confiance. J'étais à la fois honorée et terrifiée. J'ai transporté le lourd volume relié de cuir comme s'il s'agissait d'un nouveau-né. Arrivé chez moi, j'ai préparé mon bureau. J'ai tout nettoyé. J'ai éloigné ma tasse de café. J'ai installé une lampe spéciale. C'était mon île de travail. Le samedi matin, j'ai travaillé pendant des heures, fascinée. Vers midi, j'ai réalisé que je n'avais plus rien à manger. J'ai décidé de sortir faire une course rapide à l'épicerie du coin. 1 heure, tout au plus. Avant de partir, j'ai hésité. Puis, paranoïaque, j'ai envoyé un message groupé à mon père, ma mère et Adélaïde. Info importante, je travaille sur un document extrêmement fragile et précieux des archives ce week-end. Merci de ne pas passer à l'appartement. C'est vital. Et si jamais vous passez quand même, ne touchez à rien sur mon bureau. J'ai verrouillé ma porte. Je suis partie. Je suis revenue 45 minutes plus tard. J'ai su que quelque chose n'allait pas avant même d'ouvrir la porte. L'odeur. L'odeur de la daube provençale de ma mère. Une odeur riche, lourde, qui flottait dans le couloir. Mon cœur s'est arrêté. J'ai couru dans l'escalier, j'ai ouvert ma porte à la volée. Elle était là. Ma mère, Armelle. Souriante, un plumeau à la main. L'aspirateur tournait dans le salon. Ma chérie. J'ai vu que tu n'avais rien dans ton frigo. Je t'ai fait ton plat préféré. J'ai aussi fait un peu de ménage, c'était une vraie porcherie. Je n'ai pas regardé la cocotte qu'elle me tendait. Mon regard était fixé sur mon bureau. Il avait été rangé. Et sur le registre de 1834, ouvert à la page que je transcrivais, il y avait une énorme tache sombre, humide. À côté, un de ces pots de fleurs en terre cuite que ma mère avait insisté pour m'apporter, dégoulinait encore. Le temps s'est arrêté. Qu'est-ce que vous avez fait? Ma voix n'était qu'un souffle. Oh ça, dit-elle en suivant mon regard. J'ai juste fait un peu de ménage. Tes plantes étaient toutes sèches, les pauvres. Je les ai arrosées. Tu ne t'occupes de rien. Je me suis approchée, les mains tremblantes.
J'ai touché le papier ancien. Il était imbibé. L'encre commençait à baver. Un document de 200 ans. Irremplaçable. J'ai hurlé. Un son qui ne venait pas de ma gorge, mais de mes entrailles. Un cri de rage, de désespoir, de pure agonie. Non. 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 Qu'est-ce que vous avez fait? Le visage de ma mère s'est durci. Le sourire attentionné a disparu, remplacé par une indignation défensive. Faustine. Ne me parle pas sur ce ton. C'est bon, ce ne sont que de vieux papiers. Et puis, regarde-moi ce désordre. Si ton bureau était rangé correctement, je n'aurais pas eu à déplacer tes affaires pour arroser cette pauvre plante qui mourait de soif. Elle m'accusait. Moi. Elle avait ignoré mon message. Elle était entrée par effraction. Elle avait détruit un objet inestimable. Et c'était de ma faute. Sors, j'ai hurlé, en la poussant presque. Sortez de chez moi. Elle m'a regardé, choquée. Mais, Faustine, la daube. Je me fiche de votre daube. Sortez. Maintenant. Elle a pris un air de martyr. Tu es devenue impossible depuis que tu vis ici. C'est cet appartement qui te rend méchante. Après tout ce que je fais pour toi. Elle a pris son sac et elle est partie, claquant la porte, profondément offensée. Je suis tombée à genoux. J'ai passé les 2 heures suivantes à essayer de sauver le manuscrit avec du papier buvard, les larmes brouillant ma vue. J'allais devoir affronter Madame Mercier lundi. J'allais peut-être perdre mon travail. Le seul endroit où je me sentais compétente. Ce soir-là, ma décision était prise. Ce n'était plus une question de courage. C'était une question de survie. J'ai appelé un serrurier d'urgence. Bonsoir, oui, je voudrais changer ma serrure. Maintenant. Il est arrivé à 22 heures. J'ai regardé le technicien percer, visser. Le son du métal était une musique. J'ai payé la facture. J'ai pris le nouveau jeu de clés. Le son du nouveau pen s'enclenchant dans la gage fut le plus doux que j'ai jamais entendu. J'avais enfin un sanctuaire. Mais j'avais aussi, sans le savoir, officiellement déclaré la guerre. Et la première bataille aurait lieu en public. Le lundi suivant fut un cauchemar. J'ai dû affronter Madame Mercier. Je suis arrivée à son bureau avant même son ouverture, le registre endommagé emballé dans de la soie. Je lui ai tout raconté. L'intrusion. L'arrosage. Sa réaction. Madame Mercier m'a regardé longuement. Elle a inspecté les dégâts. Son visage était grave. Faustine, a-t-elle dit, le document est gravement endommagé. Nous allons devoir l'envoyer en restauration spécialisée. Cela va coûter cher. J'ai senti les larmes monter. Je suis désolée. Je paierai. Ce n'est pas votre faute, m'a-t-elle coupé, à ma grande surprise. C'est la mienne. J'aurais dû savoir qu'on ne sort jamais un original. Mais le problème ici n'est pas le document. C'est votre famille. Ce que vous décrivez est une violation grave. Vous devez poser des limites. Elle n'était pas en colère. Elle était protectrice. J'ai failli pleurer de soulagement. Ce même lundi soir, il y avait le baptême du fils de ma cousine. Un de ces grands rassemblements familiaux que je redoutais plus que tout. J'y suis allée, épuisée mais étrangement renforcée par le soutien de Madame Mercier et la sécurité de ma nouvelle serrure. La réception avait lieu dans un beau domaine près d'Écully. Je suis arrivée. J'ai immédiatement senti le froid. Ma mère m'a fusillé du regard, jouant parfaitement son rôle de victime blessée, racontant à qui voulait l'entendre comment je l'avais agressée, alors qu'elle m'apportait à manger. Mon père m'ignorait, ce qui était sa forme la plus pure de punition. Adélaïde, elle, me gratifiait d'un sourire narquois. Alors, on joue les grandes? On change les serrures, m'a-t-elle glissé en passant. J'ai fait de mon mieux pour les éviter. J'ai discuté avec des oncles et tantes qui ne semblaient pas encore au courant du drame. Mais je savais que l'affrontement était inévitable. Mon père déteste perdre le contrôle. Il déteste encore plus être défié. Il est venu au moment du dessert.
Léonce a tapoté sur son verre de champagne pour demander le silence. Son visage était redevenu celui du patriarche charmant et généreux. Merci à tous, a-t-il commencé. Nous sommes si heureux d'être ici pour célébrer ce petit. Et en parlant d'heureux événements et de nouveaux départs, Armelle et moi avons une petite surprise. Tous les regards se sont tournés vers lui. Comme vous le savez, notre Faustine a pris son indépendance. Il a prononcé le mot « indépendance » comme s'il s'agissait d'une maladie orpheline. Elle a trouvé un petit appartement charmant à la Croix-Rousse, a-t-il continué, son ton dégoulinant de condescendance. Un vrai nid d'artiste. Mais, il a besoin d'un peu d'amour. D'un peu d'aide professionnelle pour être vraiment vivable, point. Je me suis figée. Mon estomac s'est transformé en un bloc de glace. Je savais ce qui allait arriver. Alors, a-t-il annoncé fièrement, en levant son verre vers moi, pour l'aider à démarrer dans la vie, sa mère et moi avons décidé de lui offrir une rénovation complète. Nous avons engagé un décorateur d'intérieur, le même qui a fait la maison de campagne des Dubois. Un projet à 20 000 euros. Un murmure impressionné a parcouru l'assemblée. 20 000 euros. Ce n'était pas un cadeau. C'était une prise de contrôle. C'était une façon de m'acheter, de me remettre à ma place, publiquement. Ma mère rayonnait, comme si elle venait de sauver une âme. Adélaïde, assise à côté de moi, s'est penchée et a chuchoté, mais assez fort pour que toute la table entende, il était temps. Franchement. On ne pouvait plus te laisser vivre dans ce truc. Imagine si mes collègues voyaient ça? La honte. Et là, quelque chose a cédé en moi. La peur. La honte. L'habitude de me taire. Tout a disparu. Je me suis levée. Lentement. La salle est devenue silencieuse. Merci pour l'intention, papa, ai-je dit, ma voix claire et étonnamment stable. Mais je refuse. Le sourire de Léonce s'est figé. Pardon? J'ai dit non. Je refuse votre cadeau. Il a tenté de rire, mal à l'aise. Faustine, ne sois pas ridicule. C'est une surprise. C'est fait. Assieds-toi. Non, ai-je répété. Je n'ai pas donné mon accord. Je n'ai pas besoin de décorateur. J'aime mon appartement comme il est. Et je ne veux pas de votre argent. Ma mère a pris le relais, sa voix tremblant de fureur. Faustine, tu nous fais honte. Devant toute la famille. Comment oses-tu être aussi ingrate? C'est vous qui me faites honte, j'ai répliqué, ma voix montant d'un cran. En annonçant publiquement que vous allez envahir mon espace privé sans me le demander. En parlant de chez moi comme d'une honte. Le silence était total. Ma cousine, la mère du bébé, avait l'air de vouloir disparaître sous la table. Adélaïde m'a fusillé du regard. Tu es complètement folle. Non, ai-je dit en attrapant mon sac. Je suis enfin saine d'esprit. Mon appartement n'est pas votre annexe. Vous n'y avez plus de clé. Et vous n'y êtes plus les bienvenus sans y être invités. J'ai jeté ma serviette sur la table et je suis partie. J'ai traversé la salle, la tête haute, sous le regard médusé de 50 personnes. Je suis montée dans ma vieille voiture, j'ai fermé la portière et j'ai tremblé de tous mes membres. J'avais gagné. Mais je savais, avec une certitude glaciale, que l'humiliation publique est la seule chose que mon père ne pardonne jamais. La riposte serait immédiate. Je suis rentrée chez moi ce lundi soir, le cœur battant à tout rompre. L'adrénaline de l'affrontement public commençait à retomber, remplacée par une anxiété sourde. J'avais enfin dit non. J'avais posé ma limite. Mais à quel prix? J'ai inséré ma nouvelle clé dans ma nouvelle serrure. Le son était net, sécurisant. J'ai fait un double, puis un triple tour de clé. J'ai poussé le petit verrou de sécurité en plus. J'étais barricadée. Je me sentais en sécurité, mais aussi assiégée. Mes craintes se sont confirmées plus vite que je ne l'aurais cru. À peine une heure plus tard, vers 20 heures, alors que j'essayais de manger un yaourt pour calmer mon estomac noué, l'interphone a sonné. Mon cœur a fait un bond. J'ai regardé l'écran. C'était eux. Léonce. Armelle. Adélaïde. Je n'ai pas répondu.
L'interphone a sonné encore, et encore, une sonnerie longue, agressive. Puis, des coups sourds ont retenti à ma porte. Des coups de poing. Faustine. Ouvre cette porte. C'était mon père. Sa voix n'était plus celle du patriarche charmant de la fête, c'était celle du PDG furieux, celle qu'il utilisait quand un contrat était perdu. J'ai regardé par le Judas. Ils étaient là, sur mon palier. Et ils n'étaient pas seuls. 2 hommes en combinaison de travail, avec des rouleaux de plans sous le bras, se tenaient maladroitement derrière eux. Les décorateurs. Ils n'avaient pas perdu de temps. Il était venu, le soir même de la fête, pour forcer le passage. J'ai parlé à travers la porte, ma voix tremblant malgré moi. Partez. Je vous ai dit non. Vous n'entrerez pas. Ne sois pas stupide, Faustine, a rétorqué Adélaïde, sa voix aiguë de mépris. Papa a déjà payé un acompte de 5 000 €. Tu ne vas pas lui faire perdre cet argent, j'espère? Ces messieurs sont là pour prendre les mesures. Arrête ton caprice d'enfant et ouvre. 5 000 €. Il m'avait déjà enchaîné financièrement. C'est votre problème, ai-je crié. J'ai dit non. Partez, ou j'appelle la police. La police, a ri mon père. Ne me fais pas rire. On va leur dire quoi? Que tes parents t'offrent une rénovation? Ouvre cette porte, Faustine. Maintenant. Non. Il y a eu un silence. Puis ma mère s'est mise à pleurnicher. Faustine, tu me fais du mal. Tu me fais honte devant ces messieurs. Tu es égoïste. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Tu vas me rendre malade. Égoïste, j'ai crié, les larmes de rage me montant aux yeux. Parce que je veux décider de la couleur de mes propres murs? Parce que je ne veux pas que vous envahissiez mon espace privé après que j'ai dit non? C'est là que mon père a sorti l'artillerie lourde. La menace ultime. Faustine, je te préviens, sa voix était basse et menaçante. Si tu n'ouvres pas cette porte immédiatement, c'est terminé. Je coupe tout. Tu m'entends? Tout. L'abonnement téléphonique. L'assurance de ta voiture. Et surtout, ta mutuelle santé. J'ai senti la panique monter. La mutuelle. En France, c'est vital. J'étais encore sur le contrat d'entreprise très haut de gamme de mon père. La mienne, en tant que fonctionnaire, était bien moins bonne. J'avais des problèmes de dos qui nécessitaient de l'ostéopathie, non remboursée par la sécurité sociale. Il le savait. C'était une menace ciblée. On verra combien de temps tu tiendras, la grande indépendante, quand tu devras payer 800 € de frais dentaires, a-t-il ajouté, sa voix pleine de venin. Je m'apprêtais à répondre, à céder peut-être la peur était si forte quand une autre porte s'est ouverte dans le couloir. La porte d'en face. C'était Odette. Ma voisine. Elle est sortie sur le palier, vêtue d'un vieux peignoir en pilou, une tasse de tisane à la main. Elle avait l'air de sortir de son lit. Elle a regardé mon père, ma mère en larmes, ma sœur furieuse, et les 2 décorateurs qui ne savaient plus où se mettre. Elle a pris une petite gorgée de sa tisane, son calme olympien tranchant avec l'hystérie ambiante. Bonsoir, a-t-elle dit d'une voix claire et forte. Il y a un problème, monsieur? Mon père, pris au dépourvu par un témoin extérieur, a tenté de reprendre sa contenance. C'est une affaire de famille, madame. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Odette a haussé un sourcil. Monsieur, il est 20 heures passées. Vous et votre entourage faites du bruit dans tout l'étage. Vous terrorisez cette jeune femme. C'est un immeuble résidentiel, pas une salle de réunion pour votre entreprise. Soit vous baissez d'un ton et vous partez, soit j'appelle le syndic. Ou la police, pour tapage nocturne et harcèlement. L'assurance tranquille d'Odette a fait ce que mes cris n'avaient pas réussi à faire. L'utilisation du mot « police » et « harcèlement » devant des inconnus, les décorateurs, a touché mon père en plein dans son orgueil, son image. Il est devenu pourpre. Il m'a lancé un regard noir à travers le Judas, un regard qui promettait le pire. Bien, a-t-il sifflé. Il s'est tourné vers les décorateurs. Excusez-nous pour le dérangement. Ma fille est souffrante. Nous reviendrons. Il n'a pas dit au revoir.
Tu le regretteras, Faustine, a-t-il grondé. Adélaïde a ajouté sa dernière pique, j'espère que tu es fière de toi. Maman va vraiment tomber malade à cause de ton égoïsme. Et ils sont partis, emmenant leur colère et les décorateurs gênés. Je me suis effondrée contre la porte, tremblante. J'avais gagné. J'avais une alliée. J'ai immédiatement appelé l'avocate que Madame Mercier m'avait recommandée. J'ai tout raconté, la voix brisée. Ils m'ont menacé. Ils ont menacé de couper ma mutuelle. Restez verrouillé, m'a dit l'avocate. Nous avons ce qu'il faut. Je dépose une demande en référé pour une ordonnance de protection dès demain matin. Documentez tout. Je ne savais pas que, demain matin, serait trop tard. Je ne savais pas que, tu le regretteras, signifiait qu'il reviendrait avant même que le soleil ne se lève. Et cette fois, il ne frapperait pas pour qu'on leur ouvre. Il frapperait pour détruire. Je n'ai pas dormi de la nuit. Comment l'aurais-je pu? J'étais assise dans mon salon, dans le noir complet, sur ce canapé d'occasion qu'Adélaïde détestait tant. Chaque grincement du vieil immeuble me faisait sursauter. J'étais en état de siège. La menace de mon père concernant ma mutuelle tournait en boucle dans ma tête. C'était une attaque vicieuse, calculée. Il ne s'attaquait pas à mon confort, il s'attaquait à ma sécurité physique. Vers 4 heures du matin, épuisée, j'ai échangé plusieurs emails avec l'avocate. Elle préparait la demande en référé pour une ordonnance de protection. Nous avons besoin de preuves de la menace imminente, m'a-t-elle écrit. La tentative d'hier soir est une bonne base. À 6h15, alors que le ciel commençait à peine à pâlir, le vacarme a commencé. Ce n'était plus des coups de poing. C'était un choc. Un coup sourd et puissant qui a fait vibrer la porte sur ses gonds. Et les cris. Mais cette fois, les cris étaient différents. Ils n'étaient plus pour moi. Ils étaient pour les voisins. C'était une performance. Faustine. Ouvre-nous. C'était ma mère, sa voix pleine d'une panique feinte. Ma chérie, nous sommes morts d'inquiétude. Tu ne répondais pas au téléphone. On a cru qu'il t'était arrivé malheur. Ouvre cette porte. C'était mon père, jouant le rôle du père terrifié. Faustine. Si tu n'ouvres pas, on la défonce. On doit vérifier si tu es en sécurité. Il créait un scénario. Le scénario de la fille, instable, souffrante, comme il l'avait dit au décorateur, qui s'était peut-être fait du mal. Il se donnait le droit légal, aux yeux du voisinage, d'entrer. J'ai couru vers le Judas. Ils étaient là. Adélaïde tenait un sac à outils de sport. Mon père avait le visage d'un homme en mission. Partez, j'ai crié, ma voix brisée par la peur. Je vais appeler la police. Appelle-les, a hurlé mon père. Tant mieux. Ils verront bien que tu es folle et que nous sommes des parents responsables. Maintenant, ça suffit. Adélaïde, donne-moi le pied de biche. Un bruit métallique. Et puis un son que je n'oublierai jamais. Le son du métal qui s'enfonce dans le bois de l'encadrement de ma porte. Un craquement. Un gémissement. Ils étaient en train de le faire. Ils étaient en train de défoncer ma porte. Ma terreur s'est transformée en quelque chose d'autre. Une clarté froide. Un calme étrange. L'animal acculé qui décide de se battre. J'ai fait 3 choses, très vite. J'ai composé le 17, la police. J'ai chuchoté à l'opérateur, on défonce ma porte. 12 rue de la Croix-Rousse. C'est ma famille. Ils ont un pied de biche. Ils sont en train d'entrer. Dépêchez-vous. L'opérateur m'a dit de rester en ligne. J'ai attrapé mon téléphone portable. J'ai ouvert l'application caméra et j'ai lancé l'enregistrement vidéo. J'ai attrapé le seul document que j'avais sur ma table, la copie imprimée des emails échangés avec l'avocate, détaillant la demande d'ordonnance de protection, avec la liste de tous les abus subis. Ce n'était pas l'ordonnance elle-même, mais c'était la preuve de mon action en justice. Le bois a gémi à nouveau. Un grand crack. La porte tenait bon, mais plus pour longtemps. Ils n'entreront pas. C'est ma maison. J'ai pris une grande inspiration. J'ai tenu le téléphone en l'air, l'objectif pointé vers la porte.
J'ai tenu les papiers légaux dans mon autre main, bien visible. Et d'un mouvement rapide, j'ai tourné le verrou et j'ai ouvert la porte d'un coup. Le temps s'est arrêté. La scène était surréaliste. Adélaïde était là, le pied de biche à la main, en plein effort, le visage déformé par la tension. Léonce était derrière elle, la main sur son épaule, la poussant. Armelle se tenait juste en retrait, les mains sur la bouche, dans une pose de tragédienne grecque. Ils se sont figés. Leurs yeux se sont écarquillés. Adélaïde, sous le choc, a lâché le pied de biche, qui est tombé sur le carrelage du palier dans un bruit assourdissant. Léonce a regardé mon téléphone, qui filmait. Puis ses yeux sont tombés sur les papiers dans mon autre main, où il a pu lire les mots « ordonnance de protection » et « harcèlement ». Son visage, déjà rouge, est devenu violet. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ce fut la réaction de ma mère qui fut la plus mémorable. Elle a hurlé. Un cri aigu, strident. Un cri de pure terreur. Elle n'a pas vu les papiers. Elle a vu le téléphone. Elle a vu l'humiliation publique ultime, la honte sociale, la ruine de leur réputation impeccable. Tu n'oserais pas, a balbutié mon père, essayant de retrouver sa contenance. C'est fait, ai-je dit, ma voix tremblante mais forte. Vous êtes enregistrés. Tous les trois. En train de tenter de forcer mon entrée avec un pied de biche. Qu'est-ce qui se passe ici? 2 policiers sortaient de l'ascenseur au bout du couloir. Ils étaient arrivés incroyablement vite. Leurs mains étaient sur leur holster, leur visage dur. Ils ont vu le pied de biche par terre. Ils ont vu Adélaïde figée. Ils m'ont vu, en pyjama, tenant un téléphone et des papiers. Je n'ai pas baissé le téléphone. J'ai regardé les agents. Monsieur l'agent, ai-je dit, ma voix se brisant enfin. Ces personnes sont ma famille. Elles tentaient de forcer mon entrée. Voici l'outil qu'ils utilisaient. Et voici l'enregistrement. L'arrogance sur le visage de mon père s'est évaporée, remplacée par une panique qu'il tentait de dissimuler. Il savait que l'argent ne pourrait pas acheter sa sortie de cette situation. Je savais que ce n'était pas la fin. Un animal blessé est le plus dangereux. La guerre physique était finie. La guerre de la réputation commençait à peine. L'arrivée de la police a transformé le drame familial en une affaire publique et sordide. Les agents étaient professionnels, mais fermes. La vue du pied de biche et de l'encadrement de porte éclatée ne laissait aucune place au doute. Mon père a tenté de reprendre son personnage de PDG charmant, plein d'autorité. Messieurs, il y a un terrible malentendu. C'est notre fille. Elle est très fragile. Nous étions morts d'inquiétude, elle ne répondait pas. L'un des agents, plus âgé, l'a regardé sans ciller. Vous vous inquiétez souvent avec ce genre d'outils, monsieur? Veuillez descendre vos mains de vos poches. Adélaïde était livide. Elle, la pharmacienne respectable, elle qui avait tenu l'arme du crime. Elle tremblait, silencieuse pour la première fois de sa vie. Ma mère pleurait, mais cette fois, c'était des larmes de peur, pas de manipulation. La honte. La honte publique devant les voisins car oui, la porte d'Odette était entr'ouverte. Ils ont été emmenés au poste de police pour une déposition. Trouble de voisinage aggravé, tentative d'effraction sur le domicile d'autrui. J'ai donné ma déclaration, l'enregistrement vidéo et les copies des emails de l'avocate. Quand ils sont partis, encadrés par les agents, Odette est sortie. Elle n'a pas dit « je vous l'avais dit ». Elle m'a juste prise dans ses bras, moi qui tremblais de tous mes membres. Venez, ma petite. Je vais vous faire un café. Un vrai. Le répit fut de courte durée. Dès le lendemain, la vraie guerre a commencé. Pas avec des outils, mais avec des téléphones. Ma famille, libérée après quelques heures, avait compris qu'elle ne pouvait plus gagner par la force. Elle allait donc gagner par la destruction de ma réputation. Adélaïde a été l'exécutrice. Furieuse d'avoir été humiliée, d'avoir été vue par la police comme une criminelle, elle a lancé la campagne de diffamation. Elle a appelé chaque oncle, chaque tante, chaque cousin. Le narratif était simple et dévastateur, Faustine avait fait une grosse dépression nerveuse. Elle était devenue paranoïaque, dangereuse.
Elle s'était inventé une histoire d'agression. Elle était tombée sous l'influence d'une vieille voisine, Odette, qui la manipulait pour lui soutirer de l'argent. Elle avait attaqué ses pauvres parents qui ne voulaient que son bien. Mon téléphone a explosé. Des membres de ma famille m'appelaient pour me faire la morale, pour m'insulter. Comment peux-tu faire ça à tes parents, Faustine? Tu as perdu la tête? J'ai honte d'être de ta famille. Ta mère est à l'hôpital à cause de toi. Un mensonge, j'ai vérifié. J'ai commencé à douter. Est-ce que j'étais astérisque folle? Est-ce que j'avais tout inventé? La pression était immense. Mais l'attaque la plus dangereuse, la plus vicieuse, est venue de mon père. Léonce n'attaque pas les émotions. Il attaque les fondations. Il attaque les carrières. Il a appelé mon lieu de travail. Madame Mercier m'a convoqué dans son bureau en fin de journée. J'y suis allé, l'estomac noué de terreur. C'était fini. Il avait gagné. Il allait me faire perdre mon travail, ma seule source de revenus, ma seule fierté. Faustine, asseyez-vous, dit-elle, son visage grave. J'ai obéi. J'ai reçu un appel, très inquiétant, de votre père ce matin. J'ai baissé les yeux. Madame Mercier, Il m'a parlé près de 20 minutes, continua-t-elle. M'expliquant sa profonde inquiétude pour votre santé mentale. Il a fortement insinué que vous n'étiez plus apte à gérer des documents de valeur. Que vous étiez devenu instable, imprévisible et agressive, point. J'ai relevé la tête, des larmes de rage me piquant les yeux. Ce n'est pas vrai. Madame Mercier m'a regardé longuement. Puis elle a eu un très léger sourire. Faustine. Votre père est un homme très convaincant. Il a un charisme fou. Il m'a presque fait douter. Presque, j'ai murmuré. Presque, a-t-elle confirmé. Mais voilà. Votre père ne vous connaît pas. Pas comme moi, je vous connais au travail. Votre travail ici est méticuleux. Vous êtes la personne la plus fiable de mon service. Votre compétence parle d'elle-même, et elle est irréprochable. Elle s'est penchée en avant. En revanche, un homme qui appelle l'employeur de sa propre fille pour tenter de détruire sa réputation professionnelle, ce n'est pas un père inquiet. C'est un homme dangereux et manipulateur. J'ai éclaté en sanglots. Des larmes de soulagement. Je vous crois, Faustine, a-t-elle dit fermement. Maintenant, voici ce que nous allons faire. J'ai pris rendez-vous pour vous avec Maître Valois, l'avocate que je vous ai recommandée. C'est la meilleure. L'ordonnance de protection sera accordée. Et j'ai rédigé une attestation sur l'honneur concernant l'appel de votre père, que vous donnerez à votre avocate. Il a commis une grave erreur. Ce soutien inattendu m'a donné plus de force que n'importe quel document légal. Mon père avait joué sa meilleure carte, et il avait échoué. J'avais des alliés. L'ordonnance de protection a été accordée une semaine plus tard. Une victoire légale. Mais la loi ne peut pas vous protéger du chagrin. Il me restait un fantôme à affronter. Le fantôme de la sœur que j'aurais voulu avoir. L'ordonnance de protection a été une ligne tracée dans le sable. 200 mètres. Interdiction de contact. Ce fut le début d'un silence assourdissant. La vie sans eux a commencé. Et c'était difficile. Terriblement difficile au début. Léonce a tenu sa promesse. Du jour au lendemain, j'ai été coupé de tout. L'abonnement téléphonique familial. L'assurance de ma voiture. Et, bien sûr, la mutuelle. J'ai dû apprendre, à 32 ans, ce que coûtait vraiment la vie d'adulte. J'ai dû comparer les assurances, remplir des formulaires, compter chaque euro. J'ai découvert que ma mutuelle de fonctionnaire de base ne couvrait presque rien de mes frais d'ostéopathie. J'ai donc eu mal au dos pendant des mois. J'ai mangé des pâtes. Beaucoup de pâtes. J'ai pris un deuxième petit travail le week-end, faisant de l'archivage pour une entreprise privée, juste pour joindre les deux bouts et commencer à rembourser la restauration du manuscrit. Madame Mercier avait été clémente, mais la dépense était là. J'étais épuisée. J'avais souvent peur. Surtout le soir. Mais chaque facture que je payais moi-même, chaque quittance de loyer que j'envoyais, était une petite victoire.
Mon appartement n'était plus seulement un lieu, c'était devenu une forteresse que j'avais défendue et que je méritais. 1 an et demi a passé. La vie a repris ses droits. Mon appartement est devenu mon sanctuaire. J'ai peint les murs d'un bleu profond que ma mère aurait détesté. J'ai rempli les étagères de mes livres, de mes trouvailles. Odette et moi étions devenus de grandes amies. Nous dînions ensemble une fois par semaine. Elle m'a appris à faire la différence entre la gentillesse et la faiblesse. J'avais même commencé à fréquenter quelqu'un. Un homme doux, un bibliothécaire qui travaillait avec moi sur un projet interarchive. Il trouvait ma passion pour l'histoire fascinante et il n'a jamais remis en question mes choix. La première fois qu'il m'a dit « Je respecte ta décision », j'ai failli pleurer. C'était si simple. Si sain. L'ordonnance de protection a expiré. Je n'ai pas demandé à la renouveler. Le silence était devenu ma nouvelle norme. Et puis, un jour, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai répondu. Faustine? La voix d'Adélaïde. Plus froide, plus dure que dans mes souvenirs. Il faut qu'on parle. Nous nous sommes retrouvés dans un café neutre, à mi-chemin entre nos deux mondes. Entre la Croix-Rousse et Écully. Elle avait l'air fatiguée. Plus âgée. Les lignes autour de sa bouche s'étaient creusées. La perfection commençait à se fissurer. Tu as l'air bien, m'a-t-elle dit, et ce n'était pas un compliment. C'était une accusation. Je vais bien, Adélaïde. Et toi? Comment vont maman et papa? Elle a agité sa cuillère dans son café. Maman est malade depuis cette histoire. Elle a de la tension. Elle ne dort plus. Elle dit que tu lui as brisé le cœur. J'espère que tu es contente de toi. J'ai posé ma tasse. L'ancienne Faustine se serait excusée. L'ancienne Faustine se serait sentie coupable. Je suis triste que maman soit malade, ai-je dit calmement. Mais ce n'est pas moi qui ai fait ça. Ce sont ses choix. Et les choix de papa. Et les tiens. Elle a levé les yeux vers moi, et j'y ai vu une colère si profonde qu'elle m'a surprise. Mes choix? Tu as tout fichu en l'air, Faustine. Tu as tout détruit. Juste pour ton petit caprice d'indépendance. Mon caprice? Adélaïde, tu as tenu le pied de biche. Parce que tu les y as poussés, a-t-elle sifflé. Tu as fait exploser la famille. Moi aussi, je suis fatiguée de papa. Tu crois que c'est facile d'être la fille parfaite? Tu crois que je n'en ai pas marre de ses exigences, de ses bilans? Mais au moins, je n'ai pas fui. Je n'ai pas fait exploser la famille. Je n'ai pas humilié tout le monde comme tu l'as fait. Et c'est là que j'ai compris. J'ai regardé ma sœur, si belle, si bien habillée, si malheureuse. J'avais toujours pensé qu'elle était l'ennemi, le soldat d'élite de mon père. Mais elle était juste une autre prisonnière. La différence, c'est qu'elle était tombée amoureuse de ses chaînes. Elle avait tellement investi dans cette prison dorée, elle avait tellement sacrifié d'elle-même pour être la bonne fille, que mon évasion était une insulte personnelle. Si j'avais raison de partir, alors elle avait eu tort de rester. Et ça, elle ne pouvait pas l'accepter. Je n'ai pas ressenti de colère. Juste une immense, profonde tristesse. J'ai posé quelques euros sur la table pour mon café. Je suis désolée que tu vois les choses comme ça, Adélaïde, ai-je dit doucement. Je te souhaite sincèrement d'être heureuse. Je me suis levée. Attends, a-t-elle dit, paniquée. C'est tout? Tu ne vas pas t'excuser? Tu ne vas pas appeler maman? Non. Je ne retournerai jamais dans cette cage. Je suis partie, la laissant seule avec son café et sa colère. Ce que ma famille n'a jamais compris, c'est que ce qu'ils ont vu dans mes mains ce matin-là, ce n'était pas seulement un téléphone ou un bout de papier. C'était ma nouvelle colonne vertébrale. C'était la preuve que j'existais en dehors d'eux. Leur terreur, ce n'était pas la police. C'était la réalisation qu'ils avaient perdu le contrôle. Pour toujours. Avez-vous déjà dû vous battre pour votre propre espace? Qu'il soit physique, comme un appartement, ou mental, comme le droit de faire vos propres choix? Avez-vous dû établir des limites si fermes qu'elles ressemblaient à une déclaration de guerre? Racontez-moi vos histoires dans les commentaires.
Je lis chacun d'entre vous, et vos histoires me donnent de la force. Si cette histoire a résonné en vous, si elle vous a touché, merci de cliquer sur « J'aime » pour soutenir ce genre de contenu, de vous abonner à la chaîne, et peut-être de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul et que se choisir n'est pas un acte égoïste, mais un acte de survie. Merci de m'avoir écouté. Et n'oubliez jamais, vous avez le droit de protéger votre paix.